suite aux questions des honorables sénateurs. Madame Mathilde Trou, au nom du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, je vais vous demander d'être aussi le plus succinct possible pour que nous réservions une bonne partie de notre temps disponible pour un échange, évidemment, avec vous-même. Alors, si vous voulez bien procéder, Madame Trou. Oui, donc tout d'abord bonjour et je voudrais remercier le comité pour son invitation aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais présenter en quelques mots le regroupement. Donc il rassemble actuellement 43 maisons d'aide et d'hébergement réparties dans 15 régions du Québec. En 2017-2018, nos maisons ont hébergé près de 2800 femmes et plus de 2200 enfants. Et en plus de l'hébergement, elles ont offert 16 000 autres services, donc des consultations externes, l'accompagnement des femmes, qu'elles soient hébergées ou non dans leur démarche, ou du suivi post-hébergement. Et elles ont aussi répondu à 49 000 autres demandes, donc majoritairement des femmes, mais aussi des proches, des professionnels ou d'autres ressources. Pour en revenir plus spécifiquement au projet de loi C78, c'est un projet qui est très important pour nous car plusieurs de ces articles ont un impact direct sur la sécurité des femmes et des enfants qui sont victimes de violences conjugales et familiales. Et la raison principale est que la violence ne cesse pas avec la séparation. Au contraire, et c'est bien souvent au moment de la rupture, voire juste après, que malheureusement des femmes et des enfants sont tués par l'ex-conjoint. Et c'est pourquoi les exigences qu'il conviendrait d'imposer à un couple en instance de séparation où il n'y a pas de conflit, eh bien ces exigences doivent différer pour des femmes qui sont victimes de violences conjugales en instance de séparation. Tout d'abord, je voudrais souligner 3 éléments importants du projet de loi dont on est très satisfaite. Donc, le premier et le principal, c'est bien sûr la codification de l'intérêt de l'enfant avec un sous-point qui inclut la présence de violences familiales et ses effets et dont les tribunaux doivent tenir compte. Le deuxième point, c'est l'inclusion d'une définition exhaustive de la violence familiale. On aurait aimé que cette définition précise que la violence familiale touche essentiellement les femmes, mais on est déjà satisfaite d'avoir une définition de la violence familiale qui est inclue dans le projet de loi. Et enfin, on salue aussi l'obligation qui est faite aux tribunaux de vérifier si l'une ou l'autre des parties est visée par tout type d'ordonnance. Dans les points qu'on souhaiterait ajouter ou conserver, le premier et sûrement le plus important, comme le disait ma collègue Manon Monastès, c'est concernant les articles 16, 3C et I relatifs à la communication et la collaboration entre les époux. Donc, comme vous pouvez vous en douter, dans des cas de situation de violence familiale, encourager la communication et la collaboration, ça peut être dangereux à la fois pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Donc, on aimerait qu'à ces articles soit ajoutée une exception en cas de violence familiale. Il en va de même pour le mécanisme des règlements des différends familiaux, où plusieurs études ont montré que ce n'était pas approprié comme mécanisme en cas de violence familiale, puisque l'équilibre des forces en présence et la capacité de négocier d'égal à égal sont complètement absents dans les couples où il y a des situations de violence familiale. Donc là encore, on aimerait qu'il y ait une exception qui soit ajoutée à cet article en cas de violence familiale. En ce qui concerne les tribunaux, on souhaiterait qu'ils tiennent compte de toute conduite antérieure pour déterminer l'intérêt de l'enfant, l'exercice du temps parental, de responsabilité décisionnelle ou de contact avec l'enfant, puisque la violence conjugale s'inscrit dans un cycle et c'est important de tenir compte de tous les actes qui ont pu être posés avant pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Un point qui est aussi très important pour nous concerne la garde partagée, puisque, comme je l'indiquais précédemment, la violence conjugale ne cesse pas, violence conjugale et familiale ne cesse pas avec la séparation. Et quand la garde partagée est décidée par les tribunaux, c'est un moyen pour les ex-conjoints de maintenir de continuer à exercer leur contrôle sur les mères et ça permet à la dynamique d'abus de pouvoir de se poursuivre. Donc on aurait souhaité avoir un article qui soit ajouté dans le projet de loi qui indique qu'en cas de violence familiale, la garde partagée soit exclue. Et dans la même idée, et ça concerne l'article 16.2.1, il ne faudrait pas que les tribunaux présument qu'il est toujours dans l'intérêt de l'enfant de passer du temps avec ses deux parents. Et là encore, on voit bien que ça peut poser problème en cas de violence familiale. Donc, on recommanderait de supprimer cet article pour éviter toute confusion.
Et enfin, et ça sera mon dernier point, nos maisons membres constatent régulièrement une méconnaissance de la violence familiale et de ses mécanismes parmi les acteurs du système judiciaire. Donc certains avocats vont déconseiller aux femmes victimes de divulguer la présence de violences familiales. Certains juges, malgré des preuves évidentes, ne vont pas tenir compte de la violence familiale au moment de rendre leurs décisions. Et on remarque que de plus en plus de femmes sont accusées de faire de l'aliénation parentale alors que leur seul objectif est de protéger leurs enfants de leurs ex-conjoints violents. Et pour éviter cela, nous, on recommanderait qu'une formation obligatoire sur la violence familiale soit inclue dans le projet de loi et qu'elle soit destinée aux acteurs du système judiciaire. Donc je m'arrêterai ici pour ma présentation, mais je voulais également souligner que même si le projet de loi tel quel comporte quelques imperfections, on préférerait vraiment qu'il soit adopté plutôt qu'il soit rejeté. Merci. Merci beaucoup, Madame Trou.